Oui, au New Hampshire, un patient est allongé sur une table d'opération. Il est prêt pour une chirurgie complexe du genou. L'équipe médicale est en place, le robot chirurgical de pointe est parfaitement calibré. Et soudain, le système s'arrête net. Oui, un arrêt total. L'écran se fige. Pas à cause d'une panne de courant local, ni d'un défaut mécanique dans la salle, mais parce qu'à des milliers de kilomètres de là, des représailles géopolitiques viennent de frapper un serveur d'entreprise. Aujourd'hui, on plonge dans la réalité d'un monde où la ligne de front traverse les salles d'opération, les agences fiscales et même, l'orbite terrestre. C'est l'essence même de notre époque. Les conflits ne se déclarent plus uniquement par des communiqués diplomatiques sur du papier en tête, ils s'exécutent silencieusement dans nos infrastructures critiques. Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle édition. Nous sommes le vendredi 20 mars 2026, c'est l'heure de notre bulletin d'information analytique. Le titre de notre analyse en profondeur d'aujourd'hui est « Domaine cyber, le champ de bataille sans frontières ». Un titre tout à fait approprié compte tenu des récents événements. Absolument. Ce matin, on couvre une série d'événements mondiaux récents qui, en fait, redéfinissent la sécurité internationale dans la région et dans le pays. Mais avant de disséquer ces événements complexes, il convient de passer un message important concernant le commanditaire de ce bulletin. Tout à fait. Cette édition est présentée par ProWave AI, dont la devise est Powering Intelligence, et elle est générée par Stylo News, l'application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. Il est d'ailleurs pertinent de noter que pour célébrer 1 an d'opération, ProWave AI offre une réduction spéciale tout au long de ce mois de mars. Ah, une excellente nouvelle pour le public. Oui, le code de réduction STYLO, S-T-Y-L-O, peut être utilisé directement sur le site www.stylonews.com. L'offre est valide jusqu'à la fin du mois et est strictement limitée aux 250 premiers abonnés. Et pour bien situer l'outil dont on parle, l'application Stylo News représente la version grand public du logiciel Stylo Intellops. Exactement. C'est une plateforme qui a été initialement conçue pour les opérations d'entreprise ainsi que pour les planifications gouvernementales et militaires. Le public a donc aujourd'hui un accès unique à une technologie qui a été pensée pour soutenir les décideurs mondiaux. L'objectif de notre bulletin d'aujourd'hui est de faire sens de tout cela. Il s'agit d'analyser les schémas d'événements mondiaux survenus dans le cyberespace au cours des 2 dernières semaines. Vaste programme. En effet, nous allons identifier les décideurs clés, examiner les sentiments exprimés sur les réseaux sociaux et proposer les pistes d'action les plus probables pour l'avenir. Le tout, bien sûr, avec une neutralité absolue. Les faits sont rapportés sans aucun parti pris, sans volonté de générer de la peur. Seulement les faits. Et pour comprendre comment un robot chirurgical peut être paralysé à distance, il faut d'abord regarder ce que font les États-nations. Ces derniers utilisent désormais les réseaux comme une première ligne de front. C'est le nouveau champ de bataille, indéniablement. Début mars, on a observé l'opération baptisée Epic Fury, des frappes coordonnées par les États-Unis et Israël contre des cibles iraniennes. Et ce qui est frappant ici, c'est la nature de cette opération, c'est-à-dire à la fois cinétique, donc physique, et cybernétique. C'est ça. L'approche combinée est devenue la nouvelle norme doctrinale dans les états-majors. Dans le cas d'Epic Fury, les sources militaires indiquent que le volet cybernétique a servi à aveugler ou ralentir les systèmes de défense antiaérienne iraniens. Et ça se joue à la seconde près, j'imagine. À la milliseconde près. Les attaques réseau interviennent juste avant que les frappes cinétiques ne détruisent les installations physiques. L'objectif global était de dégrader les capacités militaires conventionnelles de l'Iran. Mais dans ce domaine particulier, chaque action entraîne une réaction asymétrique immédiate. On ne reste pas sans réponse. Jamais. Et cette réaction ne s'est d'ailleurs pas fait attendre. Des groupes liés à l'Iran, notamment Andala et le groupe Islamic Cyber Resistance in Irak, ont immédiatement intensifié leurs offensives. Ce qui marque une escalade directe. C'est là que l'on comprend que les représailles ne visent plus nécessairement les bases militaires. Le 11 mars, la cible, c'était Stryker, la plus grande entreprise américaine de technologie médicale, basée au Michigan. Une cible purement civile et économique. Exactement. Le groupe Andala a revendiqué cette attaque en précisant noir sur blanc qu'il s'agissait de représailles après des frappes ayant touché une école de filles à Minab. Mais d'un point de vue analytique, comment ont-ils procédé concrètement contre Stryker ? Techniquement, il s'agit d'une opération d'effacement de données, ce qu'on appelle un wiper malware, et ce, à une échelle massive. Un wiper, donc ça ne demande pas de rançon, ça détruit, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Le but n'est pas financier, c'est le sabotage.
Les attaquants ont infiltré le réseau de Stryker et ont lancé une commande pour effacer à distance les disques durs des appareils fonctionnant sous le système Windows. Les conséquences ont dû être fulgurantes. Le résultat a été dévastateur. Les opérations de l'entreprise ont été affectées dans 79 pays, dont 61 touchés directement, paralysant la chaîne logistique et les services logiciels. Sur les marchés financiers, l'action de Stryker a immédiatement chuté de 3,6%. C'est vertigineux quand on y pense. Et pendant que le secteur privé encaisse ses coûts, le secteur public américain, de son côté, semble presque débordé. Nos sources mentionnent une brèche de sécurité importante détectée dans le réseau interne du FBI lui-même, avec une enquête qui pointe vers une possible implication chinoise. Oui, le Bureau fédéral d'investigation compromis de l'intérieur. Attendez, si le FBI lui-même est compromis, cela soulève une question majeure sur les capacités de défense nationale, non? Surtout quand on le lit dans les rapports que la CISA, l'agence américaine de cybersécurité, fonctionne actuellement en sous-effectif à cause de récentes coupes budgétaires. C'est le grand paradoxe que soulignent d'ailleurs de nombreux experts en politique publique aujourd'hui. Le gouvernement américain signale ouvertement ses pénuries de personnel critique, il avoue manquer de bras, tout en exigeant du secteur privé qu'il renforce drastiquement ses propres défenses. Faites ce que je dis, pas ce que je fais en quelque sorte. On pourrait le résumer ainsi. Et si on regarde les discussions sur les réseaux sociaux et dans des médias spécialisés comme Defense One ou One America News, on observe une nette division du sentiment public à ce sujet. Comment cette division se manifeste-t-elle ? D'un côté, il y a fort soutien pour le renforcement des mesures défensives occidentales et des budgets alloués à la cyber-CISA. Il y a une demande pour plus de protection étatique. Et de l'autre côté, De l'autre, on voit poindre une reconnaissance très pragmatique, voire cynique. Beaucoup considèrent qu'une guerre hybride mêlant l'espionnage d'État et les attaques directes d'infrastructures est tout simplement le nouveau statu quo inévitable. On ne peut plus l'arrêter, il faut vivre avec. décortiquons cela de manière objective un instant. On a souvent comparé la dynamique géopolitique à une partie d'échecs. Mais dans ce contexte précis, les règles semblent avoir radicalement changé. L'échiquier n'a plus aucune limite géographique. Voilà, c'est exactement ça. L'échiquier n'a plus de frontières, et les pièces adverses peuvent apparaître directement dans notre camp, instantanément. Comment la doctrine militaire classique s'adapte-t-elle lorsque les représailles se font de serveur à serveur plutôt que d'armée à armée ? La doctrine s'adapte en opérant dans ce que l'on nomme la zone grise. L'objectif stratégique pour un État aujourd'hui est de paralyser l'économie ou les infrastructures de son adversaire sans jamais franchir le seuil juridique qui déclencherait officiellement une guerre armée traditionnelle. Parce qu'une déclaration de guerre formelle impliquerait des traités, l'ONU, des alliés. Tout à fait. Tandis que dans le cyberespace, l'attribution formelle d'une cyberattaque prend énormément de temps et permet ce qu'on appelle un déni plausible. L'Iran, par exemple, assume cette riposte via des groupes interposés comme Andala. Cela leur permet de projeter leurs forces sans déclarer formellement la guerre. C'est calculé au millimètre. C'est extrêmement rationnel. Mais le problème avec le déploiement de ces stratégies sur ce grand échiquier virtuel, c'est l'effet de débordement. Lorsque les États s'affrontent, les dommages collatéraux frappent directement les citoyens et les infrastructures civiles. Et nous en revenons à notre patient du début de l'émission. Exactement. Revenons à ce patient du New Hampshire. Le robot chirurgical du Mass General Brigham n'a manifestement pas été visé par le groupe Andala de manière intentionnelle. Il ciblait Stryker. Alors pourquoi, sur le terrain, cette chirurgie a-t-elle été retardée de 2 heures ? C'est une question d'architecture technologique moderne, ce que l'on appelle l'interdépendance. Aujourd'hui, un équipement médical de pointe, comme un robot chirurgical, n'est pas un outil autonome isolé dans sa salle d'opération. Il communique en permanence. Oui, il est constamment connecté au cloud, aux serveurs centraux de son fabricant. Il a besoin de cette connexion pour valider des licences logicielles, télécharger des mises à jour de sécurité de dernière minute ou transmettre des données télémétriques. Donc, si le serveur central tombe, Le robot s'arrête. Lorsque les serveurs de Stryker au Michigan ont été effacés par le Wiper malware, le robot au New Hampshire a perdu sa connexion vitale. Par mesure de précaution, il s'est mis en mode sécurité maximale, refusant tout simplement de fonctionner. c'est terrifiant. C'est l'équivalent d'une bombe à fragmentation numérique. L'analogie est très juste. Une arme est conçue pour cibler un gouvernement ou une entité spécifique, mais ces éclats, ces fragments numériques atterrissent dans une salle d'opération. Et ça ne s'arrête malheureusement pas au domaine médical. Des allégations lient d'ailleurs ces cyberopérations à une explosion industrielle survenue à Fremont au Nebraska. En effet.
Et bien que l'enquête officielle soit toujours en cours concernant ce site industriel, la simple possibilité qu'une cyberattaque ait pu provoquer une explosion physique met en lumière une faille majeure, la vulnérabilité de ce qu'on appelle les systèmes SCADA. Les systèmes de contrôle industriel, c'est bien cela? C'est ça. Ce sont les réseaux informatiques qui contrôlent les machines physiques dans les usines, les barrages, les centrales électriques. Une commande numérique malveillante qui modifie la pression d'une valve dans une usine chimique, par exemple, peut avoir des impacts physiques mortels. Et ce n'est pas qu'un problème nord-américain, l'Europe n'échappe pas à cette réalité. Nos sources font état d'une fuite massive du code source des services gouvernementaux suédois. Une fuite orchestrée par le groupe nommé Byte2Breach. Via la filiale de CGI Group, oui. Cela a exposé des bases de données et des identifiants cruciaux. Parallèlement, en Roumanie, le ministère des Affaires étrangères a vu ses sites de délivrance de visas totalement submergés par des attaques par déni de service, qu'on appelle des attaques DDoS. Face à des hôpitaux bloqués et des usines menacées, comment les gouvernements réagissent-ils concrètement ? Actuellement, la réaction se joue surtout sur le terrain diplomatique et économique. L'Union européenne, par exemple, a décidé de riposter. Le Conseil de l'UE vient d'imposer des sanctions officielles. Contre qui, précisément ? Ces mesures ciblent des entreprises chinoises comme Integrity Technology Group et Hansoon. Elles sont accusées d'avoir compromis des dizaines de milliers d'appareils. Les sanctions touchent également l'entreprise iranienne Emenet Pasargad, une entité qui avait déjà été identifiée pour ses campagnes de désinformation lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Il y a donc une volonté de punir financièrement ces acteurs, mais est-ce suffisant ? Beaucoup estimaient que non. Le sentiment général parmi les décideurs européens commence à basculer vers l'offensive. La commissaire européenne Anne Virkkunen milite d'ailleurs très ouvertement pour le développement de véritables capacités cybernétiques offensives pour l'UE. Donc, si je comprends bien, la réponse à la prolifération des cyberarmes serait de créer encore plus de cyberarmes. C'est fascinant de voir le contraste entre cette posture agressive et les attentes du grand public, ou d'institutions comme l'ONU, qui réclament désespérément des normes mondiales pacifiques pour encadrer tout cela. C'est la différence entre l'idéalisme diplomatique et le réalisme tactique sur le terrain. Stryker, de son côté, dans le secteur privé, a refusé de payer la moindre rançon et se concentre uniquement sur la restauration de ses systèmes. Mais si on peut se faire l'avocat du diable une seconde, si des institutions aussi critiques que des hôpitaux sont de simples victimes collatérales de cette guerre d'État, comment les gouvernements justifient-ils des mesures de protection qui semblent, franchement, toujours avoir un train de retard ? C'est une excellente question. Les gouvernements font face à une impossibilité mathématique et logistique. C'est-à-dire ? Eh bien, ils ne peuvent tout simplement pas fortifier chaque routeur, chaque serveur de chaque hôpital ou de chaque petite entreprise privée sur leur territoire. C'est matériellement impossible. Ils doivent prioriser. Donc, ils se concentrent sur la défense des réseaux classifiés militaires et gouvernementaux de haut niveau. Et le reste est laissé à lui-même ? Le décalage vient du fait que les capacités offensives, développées secrètement par les agences de renseignement étatiques, évoluent infiniment plus vite que les normes de cybersécurité que le secteur privé peut humainement implémenter et financer au quotidien. Ce qui nous amène à une réalité encore plus sombre. Le véritable danger ne réside pas seulement dans les affrontements encadrés entre de grandes puissances. Le pire scénario se réalise lorsque ces armes numériques, développées à coups de milliards par les États, finissent inévitablement par fuiter sur Internet. Et tomber entre les mains de réseaux criminels opportunistes. Exactement. C'est l'histoire de Coruna. Coruna est un cas d'école véritablement terrifiant pour les analystes de la sécurité. Il s'agit, à l'origine, d'un outil gouvernemental extrêmement sophistiqué. Il a été conçu spécifiquement pour pirater des téléphones de type iPhone sans absolument aucune interaction de la part de l'utilisateur. Sans interaction. Ah, c'est le fameux zero-click exploit, c'est ça ? Exactement. Le zero-click exploit. Imaginez la situation. L'utilisateur reçoit un message, souvent invisible. Il ne clique sur aucun lien, il n'ouvre aucune pièce jointe, il ne fait strictement rien. Le téléphone est simplement posé sur une table. Et pourtant, en quelques secondes, le contrôle total de l'appareil est compromis. Le micro, la caméra, les données, tout est accessible à distance. Attendez, soyons clairs. Cet outil de qualité militaire qui devrait être sous clé dans un bunker de la NSA ou d'une agence équivalente est désormais dans la nature, utilisé par de simples criminels ? C'est le cas. Le code a fuité. C'est littéralement comme oublier les plans de construction d'une arme de destruction massive sur un banc public. L'analogie est forte, mais d'un point de vue de la sécurité de l'information, elle est dramatiquement exacte.
La prolifération d'un outil comme Corona vers la sphère criminelle a des conséquences dévastatrices sur la gouvernance civile. On a un exemple concret de ces conséquences alertrices? Prenons le cas récent de la Colombie. L'autorité fiscale nationale de ce pays, la DIAN, a été sévèrement piratée. Ce piratage a exposé les données personnelles et financières de 18 millions de contribuables colombiens. 18 millions. Oui. Et l'enquête montre que cette catastrophe résulte directement de faiblesses institutionnelles classiques face à des outils d'attaque d'une sophistication totalement inédite pour le monde civil. Les pare-feux habituels n'étaient pas conçus pour arrêter une technologie de type zéro-clic de niveau étatique. Et ce n'est évidemment pas un cas isolé. En parcourant nos sources, on voit que les données montrent que la ville de Vladivostok, en Russie, a subi une augmentation spectaculaire, une multiplication par 8,4 des attaques DDoS visant son infrastructure municipale. La pression est mondiale. Face à ce déluge, on observe une tentative de réponse institutionnelle un peu désespérée partout dans le monde. Par exemple, au Pakistan, le gouvernement de la province du Pendjab vient tout juste de créer un département entier dédié uniquement au cybercrime. Au Ghana, l'autorité nationale a signalé plus de 23 360 requêtes publiques et plus de 4 600 incidents confirmés en très peu de temps. La criminalité numérique s'est complètement industrialisée. C'est une véritable industrie, mais heureusement, les réponses institutionnelles globales s'adaptent également. Une opération coordonnée par Europol, impliquant les agences de 14 pays différents, a très récemment mené au démantèlement complet de Leakbase. Leakbase, qui était une sorte de marché noir numérique. C'était un forum criminel tentaculaire. Il comptait 142 000 utilisateurs enregistrés. Il était spécialisé dans la revente de bases de données volées, de mots de passe et justement d'outils de piratage. Sur les réseaux sociaux, les experts en cybersécurité ont largement célébré cette opération, la qualifiant de modèle de coopération internationale. C'est une victoire tactique indiscutable. Les agences mondiales font un travail remarquable, mais soyons francs un instant. Fermer un forum comme Leakbase, n'est-ce pas simplement traiter le symptôme d'une maladie beaucoup plus grave? Comment cela? Eh bien, si des criminels opportunistes peuvent télécharger un outil comme Corona sur le dark web pour infiltrer n'importe quel système gouvernemental civil, le vrai problème, la véritable maladie, c'est l'existence même et la fuite de ces cyberarmes étatiques à l'origine, non? C'est une analyse très pertinente. Démanteler un forum comme Leakbase est crucial, car cela perturbe l'économie souterraine. Cela rend la monétisation des données volées beaucoup plus complexe, ce qui décourage les acteurs les moins sophistiqués. C'est essentiel pour ralentir le rythme des attaques. Mais le mal est fait. Voilà. La barrière technologique à l'entrée a été définitivement abaissée. Des défenses civiles qui ont été conçues il y a quelques années pour bloquer des fraudes basiques ou du spam se retrouvent aujourd'hui face à des technologies développées à l'origine par des États-nations pour du sabotage industriel. Le déséquilibre est profondément structurel. C'est ici que la situation devient extraordinairement complexe. Car alors que les nations et les cartels numériques se battent âprement pour le contrôle des réseaux actuels, une nouvelle technologie vient d'entrer en scène. Et elle vient, du jour au lendemain, de neutraliser instantanément la capacité de surveillance de tout le monde. Un bouleversement technologique radical. C'est ce qu'on appelle le rideau quantique. Le projet derrière cela s'appelle Harpocrates. Il a été lancé par David Kilmer, un milliardaire et ancien étudiant du MIT. De quoi s'agit-il exactement? Harpocrates est une révolution. Il s'agit d'un réseau de communication par satellite, composé pour l'instant de 210 petits satellites, appelés des CubeSats. Ce projet titanesque, développé pour la somme de 18,6 milliards de dollars, repose sur la distribution de clés quantiques, ou QKD pour Quantum Key Distribution en anglais. Le terme quantique est souvent utilisé à tort et à travers dans les médias pour faire futuriste. Mais ici, c'est de la physique pure. Comment fonctionne cette distribution de clés quantiques, concrètement, pour que ce soit jugé, selon toutes nos sources, absolument inviolable? Pour faire simple, il faut imaginer que l'on envoie une clé de cryptage informatique à l'intérieur d'une bulle de savon microscopique. D'accord. Cette bulle est constituée de photons uniques, des particules de lumière. Les lois fondamentales de la physique quantique dictent que le simple fait d'observer ou de tenter de mesurer un photon en modifie instantanément l'état. Donc si quelqu'un essaie d'intercepter la clé. Si un espion essaye d'attraper la bulle pour la copier, la bulle éclate. Le photon est altéré. Le destinateur légitime voit immédiatement que la clé a été touchée et la rejette. L'interception invisible devient physiquement impossible. C'est fascinant. Mais ce qui rend la manœuvre de David Kilmer non seulement technologique,
mais profondément idéologique, c'est qu'il a rendu l'accès à cette technologie open source. N'importe qui sur la planète peut désormais utiliser son réseau pour obtenir un cryptage totalement inviolable. Les conséquences sur la géopolitique sont littéralement stupéfiantes. D'après les rapports que nous analysons, le déploiement de ce cryptage quantique a plongé les agences de renseignement dans un aveuglement presque total. Le SIGINT, c'est-à-dire le renseignement d'origine électromagnétique, l'écoute des communications, est instantanément neutralisé face à cela. On a des exemples de cet impact sur le terrain. Oui, les conséquences ont été immédiates. L'opération militaire classifiée Crystal Dive, qui ciblait d'importants dirigeants de l'État islamique, a dû être suspendue en urgence. Les forces spéciales n'avaient tout simplement plus aucun moyen d'écouter ou d'intercepter les communications adverses. Les cibles utilisaient le réseau Harpocrates. Et ça ne s'arrête pas à la lutte antiterroriste. Nos sources indiquent que dans la mer de Chine méridionale, autour des îles Spratly, la surveillance navale conjointe américano-japonaise s'est retrouvée totalement incapable de décrypter les manœuvres tactiques de la garde côtière chinoise. La Chine a adopté cette technologie avec un enthousiasme non dissimulé. Même le monde de la haute diplomatie est touché par ce rideau quantique. Lors des récentes négociations climatiques à Berlin, ou encore lors du sommet très tendu de Genève avec le président russe Panov, une opacité totale s'est abattue sur les échanges en coulisses. Chaque délégation a utilisé ces canaux inviolables pour s'assurer qu'aucun service de renseignement haute ne puisse les écouter. C'est l'équivalent d'éteindre brusquement la lumière dans une pièce remplie d'individus lourdement armés. Tout le monde est désormais totalement invisible pour son voisin, mais paradoxalement, tout le monde est terrifié parce que l'autre pourrait préparer dans l'obscurité la plus totale. C'est un dilemme sécuritaire classique. David Kilmer milite idéologiquement pour ce qu'il appelle la justice technologique. Il défend le droit absolu à la vie privée pour chaque citoyen de la planète, ce qui est une position philosophique défendable. Bien sûr, mais la question qui se pose est la suivante. Ce droit mondial absolu à la vie privée justifie-t-il le retour à la diplomatie paranoïaque de la guerre froide? Justifie-t-il la perte totale de visibilité sur des menaces terroristes réelles et imminentes? L'analyse des sentiments au sein des institutions montre une véritable panique. Des agences tentaculaires comme la CIA ou la NSA se déclarent en état d'urgence opérationnelle. Pendant des décennies, ces agences ont bâti leur pouvoir sur la surveillance électronique massive et le décryptage. Et là, leur outil principal disparaît. Exactement. La disparition soudaine de cette capacité SIGINT impose un retour forcé et très coûteux au HUMINT, c'est-à-dire le renseignement humain. Les espions sur le terrain. Voilà. Le recrutement d'informateurs, la compromission physique d'ordinateurs, l'infiltration classique, cela redevient le seul moyen viable d'obtenir des informations sur les intentions de l'adversaire. La technologie quantique la plus avancée nous force, avec une certaine ironie, à revenir aux méthodes d'espionnage des années 60. Face à cette avalanche de bouleversements structurels, allant de la prolifération des cyberarmes comme Corona au déploiement spatial de ce rideau quantique, que faut-il surveiller dans les semaines et les mois à venir? Quelles sont les pistes d'action probables qui se dessinent selon les données? En synthétisant l'ensemble de nos sources professionnelles, 3 dynamiques principales sont à anticiper pour l'avenir proche. Commençons par la première. Premièrement, sur le plan purement technologique et civil, il faut s'attendre à une vague massive de correctifs de sécurité trimestriels urgents de la part des géants de la technologie. Des entreprises comme Apple ou Microsoft vont devoir combler précipitamment les failles exploitées par des outils de grade militaire comme Corona, désormais dans la nature. Le délai d'application de ces correctifs par les entreprises sera critique. Et sur le plan géopolitique? Deuxièmement, la guerre hybride entre les États-Unis, Israël et l'Iran va inévitablement continuer de s'intensifier. Chaque camp va tester la résilience des infrastructures critiques de l'adversaire, hôpitaux, usines, réseaux électriques, tout en prenant grand soin de ne pas déclencher un conflit armé ouvert. Et la troisième dynamique? Enfin, sur le plan institutionnel, il faudra observer de près la Colombie. L'établissement de leur nouvelle agence centralisée de cyberdéfense, prévue pour la mi-2026, en réponse au piratage de la Diane, servira de baromètre mondial. Cela permettra d'évaluer si des nations émergentes ont réellement la capacité de moderniser leur défense civile face à ces menaces asymétriques. Ce sont des évolutions éminemment complexes qu'il faudra suivre avec la plus grande rigueur. Pour garder une longueur d'avance et comprendre ces actualités stratégiques, l'utilisation de Stylo News reste l'outil indispensable. Tout à fait. Il est bon de rappeler que cette application, qui est disponible sur mobile et ordinateur de bureau, permet de générer des synthèses d'intelligence artificielle sur mesure.
Elle compile en temps réel l'information issue de centaines de sources journalistiques traditionnelles très fiables, ainsi que les données pertinentes de la plateforme X. C'est une vision globale indispensable aujourd'hui. Pour obtenir cette veille personnalisée, formatée comme un briefing de renseignements à la demande, le public est invité à s'abonner en visitant le site officiel www.stylonews.com. Avant de conclure cette édition, un dernier élément de réflexion inédit émerge de nos analyses croisées et il mérite d'être posé. Lequel ? Si l'on observe la tendance globale, d'un côté, l'intelligence artificielle commence à analyser et même à planifier les cibles des futures attaques cybernétiques de manière de plus en plus autonome, comme on l'a observé dans la rapidité des ripostes au Moyen-Orient. C'est vrai, les algorithmes accélèrent les offensives. Et de l'autre côté, le cryptage quantique empêche désormais définitivement les analystes humains de détecter ou d'intercepter les communications préalables à ces attaques. La question qui se pose est donc la suivante. L'humanité n'est-elle pas en train de céder, de manière irréversible, le contrôle tactique et la détection des futurs conflits mondiaux à des algorithmes totalement invisibles ? C'est une perspective qui donne en effet matière à une profonde réflexion sur la trajectoire de nos technologies de conflit. C'est certain. Un immense merci à notre public pour son écoute attentive aujourd'hui. Décrypter ces dynamiques mondiales si complexes reste un privilège absolu pour nous. Il est tout à fait possible de suggérer de nouveaux sujets pour de futures analyses en profondeur, chaque suggestion est lue avec un très grand intérêt. N'oublions pas de suivre Stylo News sur les réseaux sociaux favoris pour maintenir une information fiable et en temps réel. À très bientôt pour un nouveau bulletin analytique.